Bonsoir à toutes et à tous. Vous ne serez pas surpris par ma performance, mais plutôt par celle de nos jeunes étudiants. Donc nous avons eu la chance de recevoir Oscar et Elise pendant à peu près un an, donc nos deux apprentis chercheurs. Et comme l'a dit Stéphane, ce soir je représente Julie, donc qui dirige l'équipe SIGDIN. Dans l'équipe, nous nous intéressons à la signalisation intégrée des PI3 kinases et aux pathologies pancréatiques. Alors les pathologies pancréatiques, Pierre en a déjà un peu parlé, donc je vais répéter pas mal de choses, mais elles sont diverses, et notamment je vais revenir un peu quand même sur les fonctions du pancréas. Le pancréas a deux fonctions principales, une fonction qui est dite endocrine, qui permet la production d'hormones, notamment celle que vous connaissez tous, l'insuline, et une autre fonction qui est une fonction exocrine, qui permet en fait la synthèse d'enzymes qui permettront d'aider à la digestion des aliments. Donc, concernant le pancréas exocrine, il y a un certain nombre de maladies qui sont spécifiques de cette partie du pancréas, notamment la pancréatite aiguë, la pancréatite chronique ou encore la stéatopancréatite. Ces maladies, elles sont souvent peu connues ou peu étudiées, mais elles constituent des facteurs de risque pour l'apparition d'un cancer du pancréas. Et donc, je le répète, ce cancer du pancréas, c'est un cancer de très mauvais pronostic. Son incidence augmente chaque année, et malheureusement, à ce jour, il n'y a pas de traitement efficace connu. C'est pourquoi il est nécessaire d'augmenter toutes les connaissances dans la physiopathologie du pancréas, donc connaître comment ces maladies peuvent évoluer vers éventuellement un cancer du pancréas, pour mieux répondre aux besoins thérapeutiques pour les patients. Et donc notre objectif dans l'équipe, c'est de mieux comprendre justement ces étapes qui vont permettre de passer d'un pancréas normal. Donc vous voyez, le schéma est un peu compliqué, mais en réalité c'est très simple. À gauche, vous avez un pancréas normal. Il y a un certain nombre d'étapes, de lésions qui vont permettre d'arriver jusqu'à un cancer du pancréas, puis pour finir, un cancer du pancréas qui va faire des métastases. Et donc nous, dans l'équipe, nous avons mis en évidence une famille d'enzymes qui sont les PI3 kinases, qui sont cruciales dans ces différentes étapes. Et donc notamment, vous voyez le nom des différentes PI3 kinases. Ces PI3 kinases, elles sont impliquées en réalité dans les étapes précoces du développement de la maladie, mais également dans des étapes plus tardives, quand le cancer est déjà présent. Et donc notre objectif, c'est de développer ou d'aider au développement de médicaments qui vont cibler ces enzymes pour permettre au final de réaliser des essais cliniques chez les patients. Et également, vous voyez en haut, mécanothérapie, puisque nous essayons également de comprendre comment les forces compressives, donc toutes en fait, les contraintes mécaniques qui s'appliquent au pancréas, vont permettre, en collaboration avec ces PI3 kinases, de favoriser le développement de la maladie ou également la résistance au traitement. Donc, pour finir, me concernant, une petite photo de l'équipe avec, vous allez voir en rouge, Maria et Sanchar, qui sont deux étudiants en deuxième année de thèse, qui sont financés par un programme européen Marie Curie. Et donc, voilà, la petite particularité de cette présentation, c'est que ce programme d'excellence recrute des étudiants qui sont étrangers. Et donc maintenant, nous allons switcher en anglais pour la suite de la présentation. Good evening, everyone. I still don't speak French, so I will continue with English. The project that we're working on is pancreatic cancer, as Benoit mentioned, and specifically for this project, for the students, we tried to set up a system where we can study PI3K signaling with microscopy. So basically, you have a protein PI3K, and it phosphorylates a protein known as AKT, and we generated the line which is AKT-PH-GFP. So basically, to AKT, the GFP protein is bound, and then in a dynamic manner we can see the activity of PI3K signaling. And yeah, I think the more details about this project, which experiments were performed, and what results we obtained, students will show. And yeah, the stage is yours. Maybe I can introduce the students. So Lise, she is from Jules Vels, Toulouse, and Oscar is from Pierre Fermat, Toulouse. Yep. Okay. At our first sessions, we were introduced to the central dogma of biology. In brief, the central dogma of biology is like a recipe book for living things.
It tells us that DNA holds instruction in order to produce proteins, which are essential for the structure and the function of our bodies. First, the DNA is copied into a messenger called RNA, and then this RNA serves as a guide for making proteins. So the central dogma is all about DNA giving instruction for making proteins through RNA. Knowing about the central dogma of biology, which explains how the genetic information is used to make proteins, it helped us to understand how the bacterial transformation is used to amplify the quantity of plasmid in our next sessions. In this process of bacterial transformation, plasmid DNA, or circular DNA, with information on a specific protein known as AKT, bound to a fluorescent protein GFP, was inserted into a bacteria, which acted as a tiny factories to produce multiple copies of this circular DNA. These amplified plasmids were harvested and transfected into pancreatic cancer cells. Interestingly, GFP, or green fluorescent protein, is a protein first found in the jellyfish Aquaria victoria in 1962, which emits a bright green light when it's exposed to a certain wavelength of light. So it's a useful tool in the studying biological question in a dynamic way. So using this protein bound to our protein AKT, we then were able to see the activity of AKT in living pancreatic cancer cells. To sum it up, we first learned about the central dogma of biology, which explains how DNA is used to make proteins. And this knowledge helped us to understand the bacterial transformation and the use of GFP to study the protein activity in cancer cells. In our next sessions, we get experience with immunocytochemistry. Immunocytochemistry is a technique that researchers use to study cells and find out what proteins are present in them. It's like a special detective tool that helps us see specific proteins inside cells and learn more about how they work. Here's how it works. First, we take cells and fix them onto a slide, kind of like sticking them in place. Then, we add special antibodies that are like little markers that recognize and stick to specific proteins we're interested in. These little These antibodies have a specific tag or dye attached to them, so when they bind to the target protein, we can see it better under the microscope. After we add the antibodies, we wash away any that didn't attach to the proteins we're looking for. Then we add a secondary antibody that recognizes the first antibody that has another tag or dye attached to it. This secondary antibody helps us amplify the signal to make the proteins even easier to see. Finally, we examine the cells under a microscope. If everything went well, we can see where the proteins of interest are located within the cells. This information can give us clues about how the cell functions and how certain proteins are involved in different processes. In our experiments, we looked at the pancreatic cancer cell's cytoskeleton, which is like the internal framework of a cell, which provides shape, support, and helps with the cell movements. And at the nucleus, the center of the cell, containing DNA and regulating all the activities happening within the cell. Finally, we use the confocal microscope to take images of our labeled cells. To sum up, working with immunocytochemistry expanded our understanding of biology. Through this technique, we gained insights into the intricate world of proteins and their role within cells. By studying the cytoskeleton and nucleus, we explored fundamental aspects of cell structure, function, and regulation. The utilization of a confocal microscope allowed us to capture detailed images, enhancing our comprehension of cellular processes and expanding our overall vision of biology to a subcellular level.